Merci à vous, merci pour votre présence. Je vous dis merci en mon nom, moi-même Élise Moulanga, et au nom de la Fondation Joël Malunkei, ainsi qu'au nom de l'émission Coin des femmes. Coin des femmes vous dit aussi merci pour votre présence. Alors, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue à cette occasion. Je vous dis merci beaucoup parce que le cadre est bien choisi. Le restaurant Malamou qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci pour ce beau cadre. Merci à la Fondation Malunkei. Merci à vous tous qui êtes présents en ces lieux. Et nous vous rappelons que pendant cette rencontre, il y aura plusieurs panélistes qui vont défiler. Chaque panéliste aura un sujet bien défini. Mais aujourd'hui d'abord, pendant que vous savez vous-même que nous célébrons le mois de la femme. Alors, la Fondation Malunkei a trouvé comme sujet l'autonomisation durable de toutes les femmes congolaises. Mais chaque femme qui va défiler ici aura un thème bien précis, je peux dire un sous-thème bien précis. Je crois que nous allons déjà nous préparer parce qu'il y a, vous savez vous-même, le mois de la femme, il y a plusieurs activités. Il y a des femmes, plusieurs femmes qui font des activités à leur manière. Mais aujourd'hui, nous voulons que toutes les femmes comprennent l'utilité de la femme, non seulement au ménage, mais aussi dans la société congolaise. Alors, à tout Seigneur, à tout honneur, nous allons d'abord remercier le Seigneur qui a voulu que nous puissions nous retrouver en ces lieux et en ces moments, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis cela. Je vais remettre le micro à maman pasteur. Merci. À tout Seigneur, tout honneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Merci. Éternel, Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu de bonté, Dieu d'amour et Dieu de miséricorde. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de nous avoir réunis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce soir, tout autour, Seigneur, mon Dieu, de ce thème, Seigneur, pour la conférence. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains, du début à la fin. Il est écrit que tu es l'alpha et l'oméga. Laisse que tu règnes en maître, Seigneur, au début et pendant la conférence et jusqu'à la fin. Bénis toute personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des intervenantes, Seigneur, et toute personne qui est dans l'organisation. Laisse que toute gloire ne revienne qu'à toi. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Merci beaucoup, maman pasteur. Ça m'a fait chaud, hein? Merci, merci beaucoup. Je pense que la présidente, Madame Joël Malunkei, je crois qu'elle est déjà prête pour le mot de circonstance. Je vous ai souhaité la bienvenue, mais je n'étais pas approprié à le faire. Il y a une personne qui veut vous souhaiter elle-même la bienvenue comme il se doit. C'est Madame Joël Malunkei, la présidente de la Fondation Joël Malunkei. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier maman Marie-Jeanne Kassonga. Merci pour la prière, maman. Mesdames et messieurs, chères femmes, chers hommes qui nous font l'honneur d'être parmi nous, c'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette activité consacrée à la femme. Bienvenue à vous. Votre présence témoigne de l'intérêt que nous portons tous ensemble à la place, à la valeur et au rôle essentiel de la femme dans notre société. Permettez-moi de saluer ici particulièrement les femmes présentes aujourd'hui, ces femmes courageuses, ces femmes battantes et inspirantes qui chaque jour contribuent à bâtir nos familles, nos communautés et notre avenir. Nous sommes également honorés par la présence des hommes parmi nous. Merci à vous, chers hommes, car la promotion de la femme n'est pas seulement l'affaire des femmes, mais celle de toute la société. On a besoin des hommes pour avancer. Lorsque les hommes et les femmes avancent ensemble, le progrès devient
possible. Que ce moment soit pour nous tous un temps de partage, d'apprentissage et d'inspiration. Alors, puisque c'est la Fondation Joël Malouquet, dont je suis la présidente, qui nous accueille cet après-midi, permettez-moi de vous la présenter, n'est-ce pas? Voilà, la Fondation Joël Malouquet est une initiative née du désir profond de soutenir, d'accompagner et d'inspirer les femmes afin qu'elles découvrent leurs valeurs et développent leur potentiel et contribuent positivement à la société. Notre vision est simple, voir des femmes conscientes de leurs valeurs, debout et capables de transformer leur environnement. Et pour y arriver, la Fondation organise des conférences comme celle-ci, des formations. On a eu un petit souci technique, sinon les photos allaient défiler, les photos de nos actions depuis la création de la Fondation. On a eu un petit souci avec l'écran géant. Je crois que ça sera réglé d'un moment à l'autre. On a organisé pas mal de formations parce que notre souci, c'est de voir la femme vraiment avancer, s'épanouir. La Fondation ne se limite pas seulement aux conférences et aux formations. Elle mène aussi des œuvres sociales afin d'apporter aide, soutien et espoir aux personnes vulnérables. Que vive la femme congolaise, que vive sa force, que vive son courage et que vive son leadership. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Joël Malouquet. Moi, ce que j'ai retenu, la femme doit être consciente de sa valeur. Une femme qui n'est pas consciente qu'elle a de la valeur au sein de la société ne sert à rien. Nous devons nous-mêmes prendre cette conscience-là. Alors, c'est pourquoi je veux d'abord vous rappeler une chose, qu'il y a eu plusieurs thèmes et même le ministère du genre qui a donné aussi un thème, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Une Congolaise doit être au centre des ambitions. C'est-à-dire, ça rejoint aussi l'autonomisation durable de toutes les femmes, qui est le thème que nous allons développer tout à l'heure. Et pourquoi pas parler même du thème international qui met la femme au centre de tout. C'est-à-dire qu'une femme doit s'élever pour réclamer ses droits, qui doit réclamer la justice et se mettre en action. Toutes les femmes et les jeunes filles. Parce que nous ne parlons pas seulement de la femme qui est une mère, mais nous parlons aussi même des jeunes filles qui deviendront demain ou après-demain des mères. Alors, sans plus tarder, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vais appeler ici Madame qui est PDG de la société Safia. C'est la première panéliste qui va intervenir. Je crois qu'en entendant la musique aussi peut se préparer hein, d'ici là. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà prêts. Nous commençons hein, parce que nous avons attendu quand même longtemps. C'est Madame Régine Tika, la PDG de la société Safia, qui est le groupe entrepreneur porteuse de la marque de café Safia, 100% Kwilu. Elle-même va nous parler de son entreprise et de sa production qui est le café. Le café a une importance capitale pour notre pays et même pour la communauté tout entière. Alors, Madame, je vais vous laisser la parole. Prenez le micro s'il vous plaît. Je vais appeler aussi Madame Elma Bokamba, qui est bergère à l'église La Louange en France. Elle est professeure de théologie au séminaire théologique et biblique et secrétaire administratif du STB. Je vais appeler aussi Madame Judith Ngoba, servante de Dieu aussi. Elle est aussi chantre. Comme je vous l'avais annoncé, toutes les femmes ont des différents thèmes. Je pense que vous avez déjà vu Madame Tika.
Madame Tika va nous parler du parcours entrepreneurial dans le café. Comment réussir dans le partenariat. Et Madame Elma Bokamba va nous parler du pardon invisible. Le pardon, ça ne se voit pas, c'est invisible. Mais pourquoi ce thème-là? Madame Judith Ngoba, elle va nous parler de la famille récomposée, des difficultés à être belle-mère. La famille récomposée, ah oui. Elle va nous parler d'une famille récomposée, les difficultés à être belle-mère. Alors, je vais vous laisser le micro. Je crois que je vais céder aussi mon micro à la deuxième personne et ainsi de suite. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît? Alors, je suis Régine Tika Shungu, fondatrice de Safia Group, qui est une entreprise agro-industrielle dans le secteur du café, en mettant en lumière la variété unique au monde des Robusta, le Petit Kulou, qui pousse que dans la forêt du Mayombe, dans le Congo central. Mon sous-thème, c'est entrepreneur dans le café, briser les barrières dans un secteur dominé par les hommes. Nous savons tous que l'histoire nous révèle que le secteur café a toujours été dirigé par les hommes. Parce que d'abord, c'est un secteur qui est difficile. Planter du café, c'est pas facile. Et réussir dans le café comme femme, cela aussi n'est pas facile. Alors, le contexte, c'est que si vous voulez réussir comme femme, parce que souvent, nous les femmes, nous avons peur d'affronter et d'oser. Moi, je me suis dit, j'ai pris un engagement. Et l'engagement que j'avais pris, c'est pas seulement pour une femme entrepreneur, c'était également patriotique. Parce que je me retrouvais dans le milieu où j'accompagnais des autorités à l'international. Et la délégation RDC ne représentait pas, même pas un grain de café. Et nous tous aussi, nous savons que la RDC était parmi les grands pays qui exportaient et produisaient du café. Et le café, beaucoup de personnes sont devenues riches dans les cafés. Et il y a eu shit. Et aujourd'hui, nous ne sommes même plus représentés sur les statistiques mondiales. J'ai porté ces fardeaux comme entrepreneur, comme patriotique et comme femme. Pourquoi pas réussir dans le café? Lorsque j'ai commencé, il y avait des difficultés. Surtout des crédibilités. À l'époque, j'étais encore un peu plus jeune. J'arrive dans un territoire, dans une province où je ne suis pas de nature. Et j'invite les hommes, j'invite les producteurs. Je les réunis que nous devons relancer les cafés parce que j'ai eu honte plusieurs fois en international où je participais dans des forums. Il n'y avait pas un grain de café. Ils m'ont regardé. Ils disent, madame, toi, tu viens ici pour nous parler de café, relancer les cafés. Tu sais combien de projets est passé par ici, dirigés par des grands hommes qu'on voit à la télévision. Ils n'ont pas réussi. Ils nous ont abandonnés au milieu. Il y a eu même un projet de l'Union européenne. Nous avons multiplié des efforts pour avoir de café de spécialité. Et au moment de l'exportation, les responsables ont disparu. Et nous, on n'a plus d'espoir, on n'a pas de route. Et toi, tu viens nous parler des relances et tout ça. Je les ai dit, faites-moi confiance. Au début, ils ont refusé. Et il y avait peu qui ont crié à moi. Une année après, on a commencé à travailler et les autres qui avaient négligé ont rejoint encore le circuit. Et 2 ans après, on a commencé à faire les exportations. Et pour honorer cette variété, je me suis dit de créer une marque qui va également faire la fierté nationale et au niveau international. Parce qu'il fallait représenter les pays. Et aujourd'hui, le seul café qui représente le pays dans tous les salons internationaux du café, c'est le café Safi. Et je vous dis, c'est une première marque ici de cette variété en RDC qui fait la fierté nationale. Ça n'a pas été facile, mais il fallait agir, il fallait oser. Parce que les discours aujourd'hui ont changé.
Ceux qui disaient que je ne pouvais pas, je n'étais pas agronome, je n'étais pas ceci. Mais j'ai prouvé que la femme est capable de faire des choses que les hommes également peuvent le faire. Parce que si la tête de notre pays aujourd'hui, il y a une femme, pourquoi pas aussi dans les secteurs agricoles, dans les secteurs café, une femme domine. Donc c'était un fardeau et je suis fière d'être la personne qui fait la fierté au niveau national. Comme je vous parle là, il y a un salon de café au Cameroun, une seule activité, 3 invitations dont je dois intervenir comme panéliste suite à tout ce que j'ai pu accomplir comme action et les résultats visibles aujourd'hui qui se voient partout. Les petits cuilous étaient une variété oubliée il y a cela des décennies. Les gens ne savent, même moi-même, je ne savais pas. C'est en 2018 que on m'a dit que c'était une variété un peu exceptionnelle. Et quand on a commencé avec les projets, les analyses et tout ça, j'ai compris la particularité des petits cuilous. J'ai regardé sur le marché, ça n'existe pas. Et j'ai osé de créer cette première marque. Mais aujourd'hui, il est devenu un miroir entrepreneurial. Les opérateurs économiques n'ont pas cru à moi, m'appellent tous les jours pour chercher le café à l'exportation. Vous voyez que c'est un travail qui est fait par une femme qui n'a pas été facile, mais avec le courage, la détermination, j'ai pu faire quelque chose qui fait la fierté de notre pays. Les petits cuilous, c'est notre trésor que je les porte sur l'échelle internationale. Je vous remercie. Merci pour la parole. Alors bonjour à tous. Comme la présentatrice l'a dit, le speaker, elle a dit que je suis bergère. Je suis une servante de Dieu. Et à part être une servante de Dieu, j'ai une formation d'assistante en ressources humaines. Et à part ça, je suis professeure de théologie dans une école où j'étais allée pour apprendre. Mais finalement, cette école m'a retenue, en étant secrétaire administrative et en étant aussi professeur. Et dans cette école, je donne un cours qui est totalement encadré dans les cours que je donne dans mon église. Alors, cet après-midi, je vais vous parler d'une chose. Généralement, on l'attribue à des chrétiens. Mais moi, on l'a appelé le pardon invisible, tiré du livre de mon recteur, l'évêque Martin Yongo. Alors, le pardon invisible, pourquoi en parler aujourd'hui ? On en parle tout simplement parce que toutes les personnes qui sont chrétiennes se cachent souvent dans des valeurs confessionnelles. Et le pardon apparaît comme étant l'arme efficace qui servirait au monde entier de pouvoir bâtir une résilience et une compassion indestructibles. Lorsqu'on parle de pardon, on l'attribue, comme je le disais, beaucoup plus aux chrétiens. Mais le pardon s'applique à des personnes païennes. Le pardon s'applique aussi à des personnes totalement, même des athées qui n'acceptent pas le Seigneur. Parce que le pardon est une force qui vient du cœur et le pardon est un acte d'amour qui est capable de résoudre beaucoup de situations. Vous voyez, aujourd'hui dans le monde, toutes les guerres, tout ce qui se passe, il suffirait que des hommes et des femmes se mettent ensemble, qui discutent même pas pendant 10 minutes, mais qui se comprennent pour un fait et que les cœurs soient libres afin de pouvoir nous donner la paix. Alors à ce moment-là, le pardon apparaît comme une arme efficace pour faire avancer le monde. Et lorsqu'on parle d'un pardon invisible, c'est un pardon qui n'implique pas qu'on aille auprès de son offenseur. C'est quelque chose qui se passe dans nos cœurs. C'est un acte où on est solitaire. C'est un acte où on est totalement face à Dieu. C'est une bataille personnelle qu'on commence à faire avec soi-même, parce qu'il faut s'en sortir, il faut décider, il faut prendre la bonne décision, c'est celle de s'en sortir, celle d'avancer, je ne dis pas oublier, mais de vivre avec des blessures qui ne peuvent plus nous traumatiser. Elles sont là, mais on s'en souvient pour qu'elles nous édifient, on s'en souvient pour qu'elles nous fassent avancer, mais pas pour qu'elles nous détruisent. Et le pardon invisible, c'est, comme je le disais, ce n'est pas un pardon qu'on montrerait au monde. Je ne vais pas demander pardon parce qu'un pasteur ou un monsieur ou quelqu'un m'a dit « va demander pardon ». Je disais c'est un acte personnel. C'est un engagement que l'on prend pour pouvoir s'en sortir et devoir vivre en paix. Et aujourd'hui, nous sommes détruites. Les femmes, les mères, les enfants, dans les familles, on ne connaît plus le pardon. Et les familles sont détruites parce que personne
ne veut accorder le pardon. Mais si seulement on comprenait que le pardon ne dépend pas du fait qu'on va voir l'autre pour lui demander pardon, mais que le pardon nous implique, nous, personnellement, alors on s'engagerait à faire ce pardon invisible. On peut être les uns à côté des autres. On peut montrer des sourires. Au fond de nos cœurs, on a beaucoup de blessures et on n'arrive pas à faire le pas parce qu'on pense que le pardon, c'est aller vers quelqu'un. Mais le pardon, c'est d'abord l'affaire de soi et de soi-même. C'est une marche avec Dieu, mais c'est d'abord une marche avec son cœur. Décider de libérer son cœur des fardeaux, de libérer son cœur de certaines ombres du passé, mais décider d'avancer tout simplement. Quand on est femme, on est homme, on est porteur d'une vision, chrétien ou pas, ce qui nous sert, c'est qu'on ait d'abord premièrement la paix. Parce qu'un cœur en paix est capable de conquérir des nations tout entières. Un cœur en paix est capable de bâtir des choses sans qu'elles puissent s'écrouler. Tout ce qu'on fait avec un ressentiment, tout ce qu'on fait avec de la rancœur, généralement, ne réussit pas. Alors ce pardon que je vous présente, on dira toujours qu'on n'a pas de problème avec les gens. Mais lorsqu'on regarde au fond de soi, il y a des personnes où on se dit, je ne lui parlerai peut-être pas jusqu'à ma mort, je pense que ce qu'il a fait, c'est des choses que je ne peux pas pardonner. Or, le pardon ne dépend pas du fait de l'autre, le pardon dépend de nous. Le pardon dépend du fait qu'on désire la paix, qu'on met l'amour au-dessus de tout. Et je le répète, chrétien ou pas chrétien, le pardon s'applique à des êtres humains. Parce que le Larousse, quand il l'explique, il dit que c'est un acte où on refuse de tenir rigueur. Ça veut dire que le Larousse ne l'a pas expliqué pour les chrétiens. Il explique pour le monde entier. N'importe qui ouvrirait un dictionnaire, tomberait sur cette définition. Ça veut dire que ce n'est pas spécifique à des personnes qui connaissent l'Éternel, qui connaissent Dieu, mais c'est spécifique à toute personne qui vit sur la terre. Le pardon, comment avancer? Si aujourd'hui il y a les États qui meurent, il y a des familles par exemple qui ont souffert de certaines injustices, il suffit de décider au fond de soi d'avancer et de laisser le passé au passé. Parce que le passé ne peut pas déterminer un futur. Les blessures ne peuvent pas nous permettre de bâtir. Bien au contraire, la décision d'avancer fait naître en nous l'amour. Et même si aujourd'hui on n'oublie pas, comme je le dis, mais on avance et on peut bâtir, on peut faire beaucoup de choses. On continue à aimer les gens. Parce que comme nous recommande la Bible, on nous dit, c'est un commandement. Jésus-Christ a dit, tu aimeras ton Dieu, mais tu aimeras aussi ton prochain. Alors dans ce pardon, la difficulté, c'est que les gens qui nous ont fait du mal, on est obligé de les aimer. Mais on n'est pas obligé de continuer à vivre avec eux. On n'est pas obligé de continuer à faire semblant. Parce que généralement, quand il y a eu des fissures et des cassures, la difficulté, c'est de rebâtir. On n'est pas obligé de rebâtir, mais on est simplement obligé d'aimer. Au-delà de nos sentiments, au-delà de nos considérations, nous devons continuer à aimer les personnes, mais décider de sortir de nos blessures intérieures, de sortir de toutes ces choses qui nous pourrissent la vie, parce qu'il y a des personnes que la vie a fracturées, avec des chocs émotionnels, avec des déceptions académiques, avec la culpabilité personnelle et des choses et d'autres que l'on vit dans la société. Si on ne décide pas d'avancer, on se détruit soi-même. Parce que l'offenseur, généralement, ne reconnaît pas ce qu'il nous a fait de mal. L'offenseur, généralement, ne reconnaît même pas quelquefois que l'acte que j'ai posé a pu blesser une personne. Il avance dans sa vie. Mais nous, entre-temps, on a des prisons dans lesquelles on demeure. Et je voulais être cette femme qui peut porter ce message. Pas seulement parce que je suis chrétienne, mais parce que je suis une femme scientifique, je suis une bouche autorisée pour pouvoir parler d'une chose dans la dimension spirituelle, aussi dans la dimension scientifique, dans le monde, je peux porter cela. Et voilà, donc c'était un message que je voulais que le monde sache qu'on peut bâtir que dans la paix. Et tout ce qu'on bâtit dans le ressentiment et dans la rancœur finit toujours par s'écrouler. Voilà, c'était ma présentation. Merci. Excusez-moi, Maman Judith, avant que Maman Judith intervienne, je pense qu'il y a des mamans qui ont des questions intérieurement. Alors, nous aurons le temps de poser des questions. Que Maman Judith termine de parler et puis après, vous aurez le temps de poser des questions. Préparez déjà vos questions. Vous voulez connaître comment est-ce que Maman Elma est arrivée quand même à nous parler du pardon. Vous voulez connaître comment Maman Tika a parlé de café. Comment elle est parvenue quand même à créer cette entreprise-là. Préparez-vous, vous aurez le temps de poser ces questions-là. Je laisse Maman Judith Gongba de pouvoir exposer. Merci. Bonjour à tous. Et voilà, mon nom est Judith Gongba.
tel qu'on l'a dit tout à l'heure, je veux vous parler du mariage récomposé, de famille récomposée. C'est d'ailleurs le type de foyer dans lequel je me retrouve. Je suis dans un mariage où j'ai trouvé mon mari avec 5 enfants. Et ce n'était pas facile. Déjà, j'avais un âge assez, je dirais, j'étais trop jeune. Et c'était difficile pour ma famille d'accepter. C'était difficile pour mon entourage. Mais je ne voyais pas la charge. Moi, je voyais plutôt la personne qui m'avait appelé vers lui. Et je l'avais suivi. Et voilà, on a évolué. Mais pour ma petite histoire, c'était pas facile, comme je l'ai dit tantôt. Et pour arriver à réussir dans une telle charge, il faudrait avoir d'abord un grand cœur. Avoir un grand cœur et mettre en premier l'amour. Avoir un grand cœur et aimer ce que l'on fait. C'est difficile d'accepter de voir des enfants que vous n'avez pas mis au monde, de les trouver, de les élever. Et surtout que j'avais trouvé l'aînée à l'âge de 8 ans et demi. Et la toute petite, elle avait moins de 2 ans. C'était vraiment compliqué. Et d'ailleurs, mon entourage disait un enfant avec ses enfants. C'était compliqué. Mais par-dessus tout, je dirais que Dieu était au centre de cette famille-là, parce que je l'avais impliqué. Et c'est comme ça qu'on a évolué. S'il y a un conseil à donner, je dirais d'abord que cette famille, ou soit ces familles qui se récomposent, déjà pour la définition, c'est un mariage qui unit en fait des individus qui, l'un arrive avec des enfants, tout comme l'autre. Et vous vous mettez ensemble, voilà, vous avez des enfants qui vous élevez ensemble. C'est très difficile. Pourquoi? Nous avons nos familles, nous avons été élevés comme enfants, comme étant enfants. Et chaque femme qui vient qui sort de sa famille pour aller dans un mariage a des ambitions, a des projets. Et nous le savons très bien que pour une femme, on va vers son homme pour être à l'aise, on l'aime, on veut le chérir, on veut tout faire avec l'homme. Mais lorsqu'il y a des enfants, ça devient quand même comme un obstacle. Et si on le prend comme un obstacle, on n'évoluera pas. Parce que on se dira, bon, on va tout faire pour essayer d'écarter d'abord ces enfants qui pèsent, pour essayer de vivre son mariage tel qu'on l'avait pensé bien avant. Mais c'est comme je l'avais dit également tantôt, qu'il faut d'abord avoir un grand cœur et aimer ce que l'on fait. Vous aimez l'homme, vous aimerez également ses enfants. Et vraiment, il faut boucher ses oreilles. Plutôt voir la personne qui vous a invité vers elle. Parce que si vous voyez l'entourage n'a toujours pas été là pour encourager. L'entourage vient toujours avec des conseils qui, par moments, sont là pour détruire ce que vous essayez de bâtir. L'entourage vient pour vous décourager, pour vous pousser à lâcher prise. Mais lorsque dans votre cœur, vous croyez en ce que vous faites et vous vous dites que ça ira, ça va réussir, je pense qu'avec la foi, avec Dieu, dans ce que vous faites, vous allez y arriver. C'est un peu comme ça qu'on a commencé. Il y a eu des conseils de membres de famille, de la belle famille surtout. Les gens disaient aux enfants, voilà, c'est pas votre maman, voilà. Et puis les amis, les entourages, tout ce qui connaissait l'histoire avant. Il y avait ces gens-là qui venaient pour essayer de décourager ces enfants-là, pour leur mettre dans le cœur l'esprit de haïr, en fait, d'essayer de détruire, de diviser. Mais moi, j'ai été une amie, premièrement, pour mes enfants. J'ai dit ça, mes enfants, ce sont mes enfants. J'ai été premièrement une amie pour eux. Merci. J'ai été une amie. J'ai premièrement créé un climat d'amitié, d'amour où on ne s'est caché rien, on se disait tout et on avait des échanges au point même que lorsque les gens de l'extérieur tentaient de leur dire des choses pour venir appliquer dans la famille, ces enfants-là revenaient vers moi et ils venaient m'annoncer, soit me dire ce qui se passait. Voilà, telle ou telle personne nous a dit que vous n'êtes pas notre mère, c'est vous qui êtes à la base de la séparation de notre papa et de notre maman et tout. J'ai leur conseillé, je leur disais plutôt de se calmer. Lorsqu'ils seront plus grands, ils comprendront. Et c'est ce qui est arrivé. Peu de temps après, ils ont grandi et ils ont compris la chose. Mais vraiment, je demanderais
à toutes ces personnes qui ont, je ne sais pas, leurs frères ou leurs sœurs qui rentrent dans de familles récomposées, de ne pas s'initier dans ces familles-là. Premièrement, il faudrait leur laisser du temps à ces couples qui venaient de se reconstruire, à ces enfants-là qui venaient de retrouver un parent pour eux, de s'habituer, de mener d'abord une vie de famille entre eux, parce qu'ils ont des habitudes à construire, ils ont, je dirais, ils ont une vie à avoir en fait entre eux, parce qu'ils doivent avoir leurs secrets, comme j'avais dit, leurs habitudes, ils doivent réussir à consolider cette famille-là. Donc ils ont besoin d'abord de se connaître eux-mêmes avant qu'ils puissent avoir des interventions de part et d'autre. Alors c'est ce qui était arrivé chez moi. C'était l'entendement entre mon mari et moi. Nous nous étions entendus, nous avons fixé de règles. Et on s'était dit que pendant un certain moment, nous n'aurons pas à avoir des intermédiaires en fait dans notre couple. Et c'est comme ça qu'on a vécu. Il n'y avait pas d'intermédiaire. C'est nous-mêmes qui avons scolarisé les enfants. Il n'y avait pas eu de moments de vacances, par exemple, on le sait. Donc à la fin de cours, en juillet ou août, les enfants n'allaient nulle part. On restait avec eux jusqu'à la reprise de cours. Et leur maman ne venait qu'à la fin de l'année pour venir voir ses enfants, et c'était bien. C'est comme ça qu'on a réussi à construire ces respects mutuellement, elle et moi, et jusque-là on est en très bons termes, il n'y a pas de problème. Et généralement les gens comprennent mal qu'une, je dirais, belle-mère telle qu'on nous traite puisse éduquer correctement l'enfant qu'on a trouvé. Or, nous tous, en grandissant, nous avons eu à être réprimandés, à être conseillés, à être comme, je sais pas, tout enfant qui grandit. On nous a tiré des oreilles, on nous a mis à genoux. Tout ça, là, fait partie de l'éducation qu'on essaye de donner aux enfants. Mais pour certains, ça a été vu comme de la torture, ça a été vu comme de la méchanceté. Et heureusement pour moi, j'avais les soutiens de mon mari qui comprenaient ces choses-là. Et il m'avait soutenu. Et il ne laissait pas, en tout cas, que les paroles, que tout ce que les autres disaient puissent m'affecter, puissent m'atteindre. Donc, on s'est tenu la main et on a élevé les enfants ensemble. Il punissait, je punissais, je dorlotais, je cajolais, il faisait pareil. Et c'est comme ça qu'on a bâti ces foyers-là. Donc, c'est comme ça. Et ça fait longtemps. Il y a d'autres choses qui m'ont échappé. Mais en gros, j'ai réussi à tenir cette famille-là grâce à Dieu. Grâce à Dieu, parce que je ne peux pas vraiment mentir, j'ai grandi dans une famille chrétienne et les petites notions que j'avais prises, qui pour moi paraissaient petites, étaient vraiment le fondement en fait, qui avait fait en sorte que je puisse tenir au sein de ces foyers-là. Et il y avait ma mère qui ne m'avait pas laissée, qui avait compris mon souci. Elle avait vu que j'étais amoureuse de la personne et que j'avais accepté de vivre avec ces enfants-là. Et elle ne m'avait pas laissé, elle était tout le temps avec moi, elle me tenait la main, elle me conseillait lorsqu'il fallait conseiller. Et elle a participé également à ma tâche en fait de lever les enfants. Elle était là, elle m'avait tenu la main. Donc la famille récomposée n'est pas facile. De nos jours, en tout cas, il est... je dirais rare de trouver un homme qui n'a pas d'enfant, soit une femme qui non plus n'en a pas. Donc actuellement, les rencontres qui se font, on arrive toujours à trouver que notre partenaire, ou soit la personne qui veut devenir notre partenaire, a déjà eu à avoir une vie avant. Alors il faut accepter. Lorsqu'on aime l'homme, on aime ses enfants. Lorsqu'on aime cette femme-là, on aime ses enfants. Il faut accepter cette charge-là, essayer vraiment de prendre cette charge comme étant la nôtre. Donc c'est dire que ces enfants-là sont les miens et je vais les élever comme tels. Et voilà, je pense qu'avec l'aide de Dieu aussi, ça va aller jusqu'à la fin et on réussira. Parce que je ne peux pas crier réussite, mais grâce à Dieu, j'ai aujourd'hui parmi ces enfants que j'ai élevés, j'ai une avocate, j'ai un magistrat qui évolue en France, merci beaucoup. J'ai une fille qui est en terminale à l'IFASIC, qui fait aussi le journalisme. J'ai une fille qui fait sa médecine vétérinaire, et la plus petite, elle fait également le droit, elle est à l'UCC en deuxième année. Donc voilà, à part eux, j'ai aussi eu mes enfants, et grâce à la manière dont j'avais traité mes enfants, c'est-à-dire les aînés, ils sont vraiment très aimants envers les enfants que j'ai eu moi-même, et vraiment il y a un climat d'entente dans cette famille-là.
Donc, je vais seulement demander à ce que toutes ces personnes qui auront à se retrouver face à ces situations, qu'elles puissent avoir un grand cœur et accepter la situation de le départ. Je pense que le reste, si on aura à ajouter, ça viendra plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Judith. En tout cas, c'est très profond. Je crois que dans tout ce que toutes les mamans ont dit ici, il y a quand même l'intercession, je peux dire. Il y a la détermination. La détermination, quand on a un objectif à atteindre, on doit être déterminé. Je pense qu'il y a quand même quelques mamans qui ont des questions. Je ne sais pas s'il y a quelques mamans. Si vous pouvez lever votre main, comme ça je viens vers vous pour vous tendre les micros. Il y a quelques mamans qui ont des questions. Vous n'allez pas demander comment est-ce que maman Tika est arrivée à produire du café. Vous n'allez pas demander le pardon. Comment arriver à pardonner? Ma question, je la pose à Madame Safi. Madame, je voudrais savoir, est-ce que ce café-là, vous allez juste acheter ou est-ce que vous avez pu avoir à planter vous-même maintenant? Parce que c'est bien de pouvoir acheter, mais est-ce que vous n'avez pas élargi vos idées dans le sens d'avoir une plantation à vous-même pour que ça puisse faciliter? Je voudrais également vous poser une seconde question. Quel est le processus que vous mettez en marche pour faire accepter votre café ici, alors que le produit acheté de l'extérieur a déjà pris de la place chez les consommateurs? Dans cette guerre d'achat, comment vous faites pour y trouver votre nom? Voilà. Madame Judith, waouh, votre histoire m'a fait chaud au cœur parce que c'est tout ce que j'enseigne aux femmes tous les jours. Mais je voudrais seulement vous poser une petite question. Vous n'avez pas peur du lendemain parce que vous pouvez élever, diplômé, licencié, docteur, mais il y a toujours un problème qui ressurgit lorsque ces enfants, nos enfants-là, doivent se marier. Ah, je le dis en connaissance de cause. Il y a toujours un problème lorsqu'ils doivent se marier. Ceux-là qui les avaient abandonnés jadis reviennent et s'imposent pour dire, moi je suis parent, je suis tante, je suis oncle maternel, j'ai droit, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que vous avez déjà aplani ces chemins? Merci. Merci, madame, pour vos deux questions pertinentes. J'ai commencé par la production de café. Comme j'ai dit au départ, que j'ai réuni des producteurs. La chance que j'avais, comme j'ai parti déjà à l'international, l'absence de café congolais dans ces assises, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui devait diriger un projet avec les fonds de l'Union européenne, mais dans le pays membre de cette organisation. Alors j'ai approché le monsieur, je lui ai dit, je vais relancer le café de mon pays et je ne veux plus venir dans ces assises que vous m'appelez la petite congolaise, chez vous seulement la sapologie. J'aimerais que quand je reviens avec du café. Il m'a dit, ta détermination me donne l'envie de t'aider à mener ces combats, mais ton pays ne paye pas les cotisations. C'était d'abord ça qu'on dit qu'on fait face à plusieurs difficultés. Alors je lui ai dit, papa, si vous refusez de m'aider, c'est que vous ne voulez pas que l'Afrique puisse se développer. Donc nous allons commencer à venir sans production. Alors, face à cette situation et face à une femme, il a cédé. Et je peux vous dire, la Côte d'Ivoire a été suspendue dans ces programmes pour que la RDC puisse prendre la place grâce à la demande que j'ai faite. Et arrivé au pays, j'annonce aux autorités, le ministre d'abord il était content pour dire que
une femme qui ramène un projet pour relancer la filière en RDC, c'était encourageant. Mais au niveau de l'ONAPAC, c'était tout un combat pour dire que non, elle ne peut pas diriger un projet international. Elle n'est pas agronome, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Et une question était venue, on leur demande, il y a combien de DG de l'ONAPAC que le trésor public a payé le billet business, les frais d'émission et tout ça, sont revenus avec un projet international. Elle n'est pas DG, elle n'est pas directeur. C'est juste une Congolaise qui a ramené quelque chose que nous devons les soutenir. Après, il fallait lancer les cafés avec le producteur. Je peux vous dire, nous avons travaillé sur une superficie de 5000 hectares. Que moi-même, j'ai commencé par la sémence. Et dans les 5000 hectares, Safia Group dispose 34 hectares de café. Alors, la personne qui m'a donné le projet a été aussi un mentor pour moi parce que il est vraiment très expérimenté dans les cafés. J'ai également bénéficié de plusieurs formations en international pour maîtriser ce que je peux faire. Et ceux qui disaient que je n'étais pas agronome, c'est eux qui m'appellent aujourd'hui pour me demander les statistiques de café, combien de semences il faut mettre pour avoir un hectare, parce que je suis devenue agro-femme praticienne. C'était la détermination et le courage. Alors, face à la concurrence, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes un pays riche et nous produisons des produits sans engrais chimiques. J'ai produit du café dans la forêt tropicale du Mayombe. Il suffit de faire une semaine. Vous allez trouver que le mauvais arbre là entoure les plantations. Et si vous regardez même sur la carte, la verdure de cette zone fait en sorte que la terre est tellement bonne que on n'a même pas besoin des engrais chimiques. D'abord, c'est l'avantage. Les produits de concurrence qui nous reviennent ici au pays avec de belles emballages, et souvent facile à préparer, comme nous aimons tous aujourd'hui la facilité d'avoir le café instantané. Vous mettez seulement l'eau chaude, mais c'est très dangereux pour la santé parce que pour arriver à faire ces produits-là, il y a des mélanges, des colorants et d'autres additifs qui est nuisible à la santé. Parmi les formations que j'ai pu bénéficier au niveau international, parce que je me disais également que si je fais le café instantané, comme le marques internationaux qui sont au pays, j'aurai l'avantage également de vendre. Ils m'ont dit, en tout cas, si tu veux le faire, nous allons t'aider à le faire, mais tu vas quitter le naturel à comment on appelle ça? À l'industrie, parce que là ce sont vraiment les grandes industries qui cherchent comment on appelle des grands chiffres d'affaires. Mais si tu veux rester dans le café qui contribue à la santé de la population, il y a plusieurs formes de propositions que tu peux faire. J'ai commencé avec le café Solibre, mettant dans des paquets de 250 grammes, 500 grammes, 1 kilo. Aujourd'hui, je fais le café infusion. Vous mettez comme on fait avec les thés. Il y a également le café en capsule pour ceux qui ont des machines dans des bureaux. Ils mettent les dosages, mais c'est avec le café naturel. Encore, il y a aussi un autre avantage, c'est que la variété que je suis en train de faire la promotion pousse qu'en RDC. Et partout dans le monde, on les cherche. Et aujourd'hui, en international, on m'appelle Maman Petit Culot. Alors, quand on m'invite, on me dit, en tout cas, il y a déjà les stands pour le café Safi Petit Culot. Nous tous, nous voulons goûter le merveille de la RDC. C'est déjà un avantage parce que quand je suis dans tous ces salons et on fait des concours et le café gagne toujours le prix. Parce que ça, j'ai toujours dit que c'est une bénédiction divine d'avoir une variété qui est à la fois Robusta, à la fois Arabica et qui a sa particularité qui est très appréciée. Alors, la lutte ou bien je peux dire les combats que je mène, c'est maintenant imposer, renforcer cette identité de marque.
il faut que le Congolais puisse commencer à apprécier leur propre produit qui est produit transformé localement. Parce que quand nous exportons le café Brit, ça nous revient avec un autre prix. Mais quand nous transformons localement, nous créons également de la valeur. Nous créons de l'emploi derrière tout ça. Donc ce sont des initiatives que moi j'invite la population à soutenir ce genre d'initiatives, à acheter. Quand vous êtes dans des supermarchés, avant d'acheter un produit étranger, regardez d'abord autour s'il n'y a pas un produit congolais pour encourager l'entrepreneuriat congolais. Merci beaucoup. Merci maman pour votre question qui est vraiment importante. Nous n'allons pas la négliger. Voilà pourquoi, avant de répondre, je vais lire un passage biblique qui dit dans Colossiens, au chapitre 3, verset 23. La Bible dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Alors, ce que nous faisons, ce travail que je fais, c'est lui d'élever les enfants que j'ai trouvés. Premièrement, dans ma tête, dans mes pensées, dans mon esprit, je ne m'attends pas à quelque chose après ce travail-là. Je ne m'attends à rien du tout. Oui. Je fais un travail avec mon cœur. J'ai donné ma jeunesse. J'ai donné toute mon enfance. Il y a des personnes qui m'ont vu grandir avec ces enfants-là. S'il y avait quelque chose à gagner ou à y gagner, déjà, dès à présent, je serais déjà en train de stocker ou de demander des petits trucs aux enfants parce que là, les gens, ils sont en mesure de trouver de se procurer des petits salaires et tout. Mais moi, je fais un travail, je me dis, je le fais pour le Seigneur. Qu'ils grandissent et demain, le Seigneur va me payer. Parce que moi aussi, j'ai eu à avoir mes propres enfants et je sais que le Seigneur va me payer au moment opportun. Donc, je n'ai pas d'arrière-pensée derrière. Qu'ils pensent à moi, gloire à Dieu, qu'ils ne le fassent pas. Je sais qu'on ne change pas l'histoire. Même si eux oublient, il y a d'autres personnes qui vont le leur rappeler un jour, disant que vous avez grandi entre les mains d'une personne. Voilà un peu ce que j'avais à vous répondre par rapport à ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut poser la question? Bonsoir à tous. Je m'appelle Ruth Batchoy, je suis artiste musicienne. Je pose ma question vers Madame Judith. En fait, il y a de ces femmes qui se croisent avec des hommes qui ont déjà des enfants à l'âge d'adulte et d'autres des adolescents. Et ils ont des différents comportements par rapport à l'éducation qu'on les a donnée. Alors, face à cette situation, que faut-il faire? Parce qu'à des fois, l'éducation sera contraire à ce que la femme doit donner. Face à cette situation, que faut-il faire? Merci beaucoup. Merci, Madame Ruth. Voilà, si j'ai bien compris, vous avez parlé d'une femme qui rentre dans un mariage où l'homme a déjà des enfants adultes. Voilà. Ces enfants-là, ont eu à grandir avec leur mère, donc ils ont eu leur éducation, tout ce qu'ils ont eu. Et moi, je pense qu'il faut d'abord commencer. Il faut d'abord commencer. La chose la plus importante à faire, la démarche la plus importante, c'est d'abord de dialoguer, d'essayer de parler de parler ensemble en fait. Déjà, la femme doit essayer d'entendre, d'écouter ces enfants-là. Parce qu'ils ont leurs soucis, ils ont leurs envies, ils ont leurs désirs, ils veulent quelque chose, en fait, en grandissant. Peut-être qu'ils ont besoin de cette famille-là, mais tout en imposant ce qu'ils veulent. Or, il faut juste, en tant que belle-mère, ou soit cette mère qui vient nouvellement dans cette famille, qu'elle soit en mesure de maîtriser d'abord ces enfants-là. Comment parler avec eux et leur rappeler, en fait, quelle doit être l'attitude, les comportements d'un enfant envers son parent. Parce que aussitôt arrivé dans cette famille, là, on devient directement la parente, hein, on devient la mère, la maman dans la famille. Donc, on doit leur rappeler d'abord ces choses-là. Vous avez grandi, certes, mais vous devriez savoir que ma porte, parce que c'est moi la maîtresse de la maison actuellement, je boucle mes portes, je ferme mes portes à 20h, à 21h, plus personne n'y rentre après. Déjà, si votre père est à l'intérieur, personne n'y rentre après. Par exemple, je fais à manger. Si je vous sers à table, cela veut dire que si vous n'êtes pas rassasié de ce qu'on vous a servi, demandez poliment, ou soit aussi il y en a. Vous allez dans la cuisine, l'un d'entre vous paye se rendre à la cuisine, resservir et placer à table pour les autres. Mais déjà, nous savons qu'étant Congolais, nous avons pour habitude de faire
une cuisine pour 2 jours, ça arrive. Mais et vous les savez parce qu'ils sont adultes, ils savent qu'il y a une cuisine faite, par exemple, les pondous pour 2 jours. Vous quittez ce que vous avez fait pour aujourd'hui et vous allez mettre la main dans ce qui était prévu pour demain. Là, déjà, vous perturbez le programme. Mais si vous les faites avec respect, voilà, maman, nous n'avons pas pu nous servir avec ce que vous avez servi. Nous voulons rajouter quelque chose. Je vais dire, ok, dans ce cas-là, prenez, mais moi, je serai. Soit vous prenez, mais vous informez. C'est ça le problème, la tétitesse. Ceux qui veulent s'imposer, en fait, c'est ceux-là qui viennent détruire, en fait, la chose. Parce que si vous venez calmement, vous parlez, comme je l'avais dit, les dialogues, l'échange, ça change tout. Ça change tout. Parce que la maman peut se sacrifier le lendemain de refaire une cuisine pour vous satisfaire. Et si c'est pas possible, elle le ferait pas. Donc, à ces enfants-là, ces enfants doivent savoir que cette femme-là elle est venue dans son mariage. Elle est venue dans son foyer. Si il ne l'accepte pas, là, maintenant, ça devient le problème du mari qui doit chercher comment gérer cela. Parce que souvent, c'est aussi eux qui nous mettent dans des problèmes. Les papas ont l'amour pour ses enfants et il aime également ses enfants. Il se retrouve au milieu et il ne sait pas comment faire. Dans ces cas-là, s'il a une femme sage, comme je l'avais dit d'ailleurs dans une émission, il va peut-être prendre ses enfants, s'ils sont encore à l'école ou je ne sais pas, à l'université, leur mettre dans des... dans des internats et tout. Question seulement de créer un climat de paix dans sa maison. Et là, ils auront qu'à se revoir le week-end pour, je sais pas, échanger ou ils auront peu de temps pour se voir et il y aura moins de problèmes. Mais lorsqu'ils sont tout le temps là, et ils créent des problèmes, il y a des gens autour qui viennent aussi avec des problèmes. Là, vous voyez, il y aura toujours pas de paix. Donc, pour ces enfants-là, ils doivent comprendre que cette femme-là qui est arrivée, elle est venue dans son mariage et papa refait sa vie. Parce qu'à aucun jour, cet enfant-là, que ce soit l'homme ou la femme, va monter sur les lits, excusez-moi, dès son père. Et donc, ça ne se ferait jamais. Donc, cet enfant-là doit comprendre ces choses et essayer de laisser la chance à cette femme qui est venue de vivre aussi sa vie. Voilà un peu la petite réponse. Merci beaucoup. Applaudissez, s'il vous plaît. Je pense, comme moi, chacune de nous s'est retrouvée dans ces témoignages, pardon. Ah, notre protocole a aussi une question. Je vais quand même la permettre parce qu'elle est plus près de moi. Elle peut poser la question. Merci beaucoup pour la parole. Alors, moi, je vais poser ma question à Madame Safi. Alors, vous nous avez parlé de l'entrepreneuriat dans le café. Vous nous avez aussi parlé des difficultés que vous avez rencontrées avant de vous lancer. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées déjà dans votre activité et comment avez-vous pu faire face à cela? Si vous pouvez nous répondre à nous, jeunes filles désireuses de nous lancer dans l'entrepreneuriat ici au Congo, comment devons-nous faire face à ces difficultés et comment devons-nous garder notre activité en marche? Merci. Merci pour ta question, ma chérie. Au fait, les difficultés avant de me lancer et les difficultés que j'ai rencontrées dans la vie d'entrepreneur, moi j'aime bien surtout les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, donner toujours ces conseils. Premièrement, de croire d'abord à ton projet, donc à ton entreprise. Quand tu crois, tu mets de la passion et tu mets également de la connaissance. Et je pense que l'encadrement est très important. Moi, comme je vous ai dit, la personne qui m'a donné les projets était également mon mentor. J'ai aussi également une marraine elle est comme un modèle pour moi. Donc d'abord, c'est ça, d'avoir d'abord l'encadrement. Et deuxièmement, dans la vie de l'entrepreneuriat, surtout l'écosystème entrepreneur congolaise, je peux pas vous voler la face. Il faut faire très attention avec vos projets. Parce que y a d'autres entrepreneurs qu'on dit ce sont des entrepreneurs opportunistes. Ils te voient déjà avec ton projet sur papier et si tu n'es pas prudente ou prudente, et ils te volent le projet. Cela est aussi arrivé. Mais pour pallier à ça, moi j'ai toujours dit une chose, comme je suis devant de femmes servantes de Dieu, Dieu est toujours juste. Et Dieu ne laisse jamais son enfant
dans des problèmes, et surtout s'il tient à ses, comment on appelle ça, à son projet. Parce que la Bible nous dit, Dieu nous donne ce que notre cœur désire. Donc, priez également, parce que c'est vraiment un combat que moi, personnellement, également, je ne peux pas te dire comment le gérer, mais au moins, je peux te prévenir que ça peut y arriver, qu'on copie ton projet, qu'on copie ton produit, et on te déstabilise, surtout si la personne qui te copie a un avantage sur toi. Il a déjà créé sa visibilité, il est déjà connu. On va même penser que c'est toi qui voles son projet. Donc c'est pour cela que moi j'invite surtout les jeunes entrepreneurs d'aller vers les incubateurs, d'être bien outillés, et qui va vous permettre de faire face à ces différentes choses qui peuvent vous arriver dans votre parcours. Ça va? Merci beaucoup. Merci Maman Régine Tika, merci beaucoup à Maman Elma Bokamba, et merci aussi à Maman Judith Gongboa. Merci, parce que ce genre d'échange est très bénéfique pour chacun. Ah, ça en tout cas, laissez-moi permettre quand même, il y a un papa qui veut poser la question. Ça, je ne peux pas m'en passer. Merci beaucoup pour la parole. Bonsoir à tout le monde. Ma question s'adresse à la dame qui a parlé du pardon. Donc j'aimerais savoir jusqu'où devons-nous pardonner et comment se présente le schéma. On pardonne, on tourne la page et puis on s'éloigne de l'oppresseur, ou soit on pardonne, on oublie et on tend la main à l'oppresseur. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Alors, lorsque j'ai exposé, j'ai justement dit que le pardon, c'est un cheminement personnel. Ce n'est pas d'attendre que l'offenseur nous demande pardon, ça dépend de nous. Et le pardon, c'est un acte d'amour, c'est un acte c'est vouloir s'en sortir simplement. On s'imagine qu'on est comme dans un trou noir et on décide de voir la lumière qui est en train de percer au-dessus de nous. Je dis pas que c'est facile, ça va être difficile, ça va être une lutte personnelle, ça va être une lutte avec des souvenirs. Mais seulement, ces souvenirs-là, il ne faut pas que ça reste des blessures. Dans ce pardon, le but, c'est que les souvenirs soient une force pour nous relever dans la résilience et dans la compassion. Pardonner et continuer à aimer, c'est ce que j'ai dit. Mais derrière cela, on n'est pas obligé de continuer à être avec ces gens-là. Ça, on n'est pas obligé, parce qu'on a l'instinct de protection. On aimerait se protéger. On garde l'amour, on avance, parce que ça ne dépendra pas des autres, ça dépend de nous. Et il faut savoir que les personnes qui ne pardonnent pas, c'est des personnes qui se détruisent elles-mêmes. Parce que le ressentiment, c'est vous qui l'avez. La rancœur, c'est vous qui l'avez. L'oppresseur, il peut dormir, mais vous avez un problème. Or, quand vous décidez de faire ce voyage dans l'invisible, avec ou sans Dieu, mais seulement avec l'amour, vous y arriverez. Mais moi, étant une femme chrétienne, je vous dirais, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Et Jésus-Christ est là pour nous donner la force. L'amour est la force la plus puissante pour s'en sortir. Restez dans l'amour et vous verrez que vous en sortirez. Merci. Merci beaucoup, Maman Pasteur Emma. Le pardon est une puissance qui libère. Merci à vous et merci à vous tous. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Nous allons laisser notre chanteur Nelson Kikem pour nous divertir juste pendant un moment. Et en attendant, le musicien va agrémenter. Je vais laisser nos mamans reprendre leur place. Merci, merci beaucoup. Ça a été très bénéfique pour nous. Merci les mamans. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de rois? Ma bonne Zobeta.